Aujourd'hui, Granit Rose le Mag vous emmène à Perros-Guirec, de la préhistoire à nos jours. Comment ce village de pêcheurs est-il devenu une perle du tourisme breton? Réponse dans ce podcast entre histoire, architecture et paysages emblématiques. Bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'histoire d'un lieu assez emblématique, je pense qu'on peut le dire, Perros-Guirec, en Bretagne. Ah oui, la fameuse côte de Granit Rose. C'est un voyage fascinant qui nous attend. Exactement. On a sous les yeux un document qui retrace un peu toute la biographie de la ville, de ses origines jusqu'à aujourd'hui. Et on va voir que c'est une histoire de couches, de strates successives. La géologie, la foi, la technologie. Et même la mode. Notre but, c'est de comprendre comment ce petit village est devenu l'icône qu'on connaît. C'est ça. Et pour commencer, attention, on ne remonte pas de quelques siècles, On part très très loin en arrière. Ah oui, là on est dans le vertige temporel. C'est le mot. Le premier fait qui saute aux yeux, c'est cette découverte sur le site de Ploumanac. Les outils en silex. Oui, des racloirs qui ont été attribués aux hommes de Néandertal. Et la datation, c'est ça qui est fou, 150 000 ans avant notre ère. C'est un point de départ extraordinaire. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce n'est pas juste un coup archéologique. Ah non, pas du tout. Le document insiste bien sur la continuité de l'occupation. On a des traces de presque toutes les périodes. Mais le vrai tournant, c'est quand ça devient stratégique. Exactement. Avec les Romains. Au IIIe siècle, on trouve des fortins, comme celui de Castelbraz. Là, on n'est plus dans la simple survie, on est dans le contrôle d'un territoire. Bien avant d'être une station balnéaire, c'était un verrou maritime en fait. C'est tout à fait ça. Bon, après cette préhistoire, l'identité de Perros-Guirec, son nom même, ça se forge bien plus tard. Avec une figure spirituelle. Et c'est là qu'un certain moine gaulois entre en scène, Saint Guirec. Oui, la fameuse légende. Au 7e siècle, il aurait traversé la Manche dans une auge de pierre. Ce qui est déjà une sacrée performance en soi. On peut le dire. Et c'est de là que viendrait le nom point Penrose, le sommet de la colline en breton, et Guirec. C'est une magnifique histoire. Mais est-ce que c'est juste une légende où il y a une part de vérité? Alors, c'est là que ça devient intéressant. La légende est incroyablement puissante, elle structure vraiment le lieu. Mais d'un point de vue purement historique, les premières mentions écrites... C'est bien plus tard. C'est au XIIe siècle, donc 500 ans après les faits supposés. Ah oui, quand même. Par contre, ce qui est avéré, et qui est peut-être encore plus important pour le développement à cette époque, c'est son rôle de halte pour les pèlerins. Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui, et aussi sur le Trobrège, le pèlerinage breton, donc ce n'était pas du tout un village isolé. C'était un carrefour. Exactement, une sorte de pompe pétrolière spirituelle du Moyen-Âge. Et qui dit pèlerin, dit auberge, commerce, un brassage de population. Et on apprend même qu'une chapelle, aujourd'hui disparue, se trouvait à l'emplacement de l'actuelle villa Saint-Guirec. Oui, le lieu a gardé cette mémoire de l'accueil. La fonction spirituelle, c'était déjà une forme d'économie touristique en quelque sorte. On a donc cet aura, ces pèlerins. On s'attendrait à ce que la ville continue sur cette lancée. Et pourtant, non. On entre dans une phase beaucoup plus calme. une sorte de longue hibernation qui dure plusieurs siècles, du XVIe au XVIIIe. C'est le calme avant la grande tempête du XIXe. Alors, hibernation, je ne dirais pas ça. Plutôt une phase de consolidation silencieuse. Ah ou Mais Perros-Guirec est qu'une modeste bourgade. Elle vit de la pêche, de l'agriculture. Mais en coulisses, des changements administratifs se préparent. Et ils sont cruciaux. Comme quoi, par exemple? Il y a 2 dates clés. 1750, on fusionne les paroisses de Perros et Ploumanac. Et surtout, 1790, avec la Révolution. Elle devient chef-lieu de canton. C'est ça. Et ça peut paraître un peu aride, un peu technique, mais en réalité, c'est la fondation de tout ce qui va suivre. C'est la structure administrative qui va permettre l'essor. Exactement. Sans ce châssis légal, le moteur du tourisme qui arrive un siècle plus tard n'aurait jamais pu s'emballer comme ça. Et ce moteur, il arrive au XIXe siècle et il a, disons, 2 cylindres. C'est une bonne image, oui. D'un côté, le chemin de fer qui désenclave complètement la Bretagne et de l'autre, cette nouvelle mode incroyable des bains de mer. La vision hygiéniste, la santé par l'eau de mer, c'est une convergence de facteurs. Et là, la transformation est fulgurante. On la voit dans la pierre. La première jetée du port, c'est 1845. Ça commence. La toute première villa, celle d'un banquier parisien, sort de terre en 1849. Et après, c'est l'escalade. Les grands hôtels, comme l'hôtel de la plage à Trestrao en 1886. Le paysage est redessiné en quelques décennies. C'est une véritable fièvre constructrice. Le train amène le capital et les clients,
Et la mode des bains de mer leur donne une raison de rester. Mais il manque un troisième élément. Lequel? L'élément immatériel. La création du mythe de Perros-Guirec. Et ça, c'est le travail de ce qu'on appellerait aujourd'hui des influenceurs. C'est-à-dire Ernest Renan, l'écrivain Charles Le Goffik, le peintre Maurice Denis. Exactement. Le Gothique, par exemple, il a donné une âme littérale à la région. Avec ses romans, il a créé une vision romantique de la Bretagne. Et les peintres ont créé l'identité visuelle? C'est encore plus puissant. Maurice Denis et les autres, ils ont montré à toute l'Europe la lumière unique, les formes des rochers. Avant, un rocher rose, c'était juste un rocher. Après eux, c'est devenu la côte de granit rose. Ils ont créé une image de marque. Attendez, sur ce granit, il y a un autre détail qui est absolument fascinant. Ah oui? On ne faisait pas que le peindre. On apprend qu'il était exploité en carrière et exporté jusqu'à Paris pour construire des monuments Ouez ou Tox. Oui, pour les constructions haussmanniennes. C'est incroyable, non? On parle d'un petit port breton qui contribue littéralement à l'image de la capitale. C'est une connexion économique et symbolique très forte. Ça montre que Perros n'était pas juste une destination passive qui recevait des touristes. C'était aussi un pôle productif. On peut donc marcher sur certains trottoirs parisiens et toucher, sans le savoir, un morceau de Perros-Guirec. Mais est-ce que cette transformation s'est faite sans heurts? Sans heurts. J'ai du mal à imaginer les familles de pêcheurs voir débarquer ces bourgeois parisiens sans qu'il y ait des frictions. Le document ne parle pas directement des tensions sociales, mais il les suggère en creux. C'est évident que le mode de vie ancestral a été complètement bouleversé. En une ou deux générations. L'économie maritime et agricole est devenue presque folklorique. Il y a sûrement eu une forme de dépossession culturelle en même temps qu'un enrichissement économique. Et cette époque de réinvention constante nous offre une autre anecdote que je trouve formidable. Le phare du Colombier. Oui, C'est le genre de détail qui rend l'histoire vivante. On a un ancien colombier, une tour à pigeons, du XVIIe siècle. qui est devenu obsolète. Et que fait-on? Au lieu de la détruire, en 1860, on la peint en blanc et hop, ça devient un amer. Un point de repère visuel pour les marins. On prend un symbole de l'ancienne économie terrienne pour en faire un outil de la nouvelle économie touristique. C'est génial. C'est du pragmatisme à l'état pur. On imagine les vieux marins se passer le mot. Ne cherchez plus la tour à pigeons. Elle est devenue notre guide. Cette réinvention, elle se poursuit et se consolide tout au long du XXe siècle. Là, c'est la consécration. Oui, le tourisme n'est plus une activité annexe, c'est le cœur économique de la ville. Et c'est là que l'identité architecturale se fige, avec ses magnifiques villas Art Nouveau, belle époque. C'est la signature de Perros-Guirec. L'image de la station balnéaire élégante et culturelle est définitivement installée. La hiérarchie s'est complètement inversée en fait. C'est exactement ça. Au 19e, c'était un port de pêche qui accueillait des touristes. Au 20e, c'est devenu une station touristique qui conserve, comme un atout, un port de pêche. L'activité principale est devenue l'attraction secondaire. Et le patrimoine lui-même devient un argument de vente. Ce n'est plus juste un lieu de vie, c'est un décor classé. Ce qui nous amène à aujourd'hui, une station classée qui vit de cet héritage, mais aussi de son patrimoine naturel, la côte de granit rose bien sûr, mais aussi les Satyles. La réserve ornithologique, oui. Et tout ça, ça pose le grand défi contemporain qui est très bien souligné dans le texte. L'équilibre. Comment continuer à vivre du tourisme sans tuer la poule aux œufs d'or? Gérer la pression immobilière, le flux de visiteurs, tout en préservant l'authenticité et l'environnement. C'est le paradoxe de tous les sites d'exception. Le texte cite d'ailleurs l'ARSAT, une association de sauvegarde. Oui, comme un exemple de cette prise de conscience. L'idée, c'est de passer d'un tourisme de consommation à un tourisme de connaissance, où l'histoire devient un outil de préservation. Si on fait la synthèse, l'histoire de Perros-Guirec est une série de métamorphoses incroyables. C'est le moins qu'on puisse dire. On part d'un campement néandertalien, ça devient un point stratégique romain, puis une halte pour pèlerins. Ensuite, un modeste village de pêcheurs. Et enfin, l'explosion pour devenir une icône du tourisme balnéaire. À chaque fois, son identité a été redéfinie par les grandes évolutions de son temps. C'est la synthèse parfaite. Et ce récit, où les transformations sont presque toujours provoquées par des forces extérieures, ça ouvre une dernière question. Une question pour notre siècle. Voilà. Le document montre bien comment le chemin de fer ou une mode sociale ont tout changé au XIXe siècle. La question, c'est quelle sera la prochaine grande force extérieure qui va redéfinir Perros-Guirec au XXIe siècle? C'est une question vertigineuse. Quelles pourraient être les pistes ? On peut en imaginer deux principales. La première, c'est évidemment la crise climatique. La montée des eaux, l'érosion. Ce ne sont pas des menaces abstraites.
Pour une ville dont tout l'attrait est lié à son littoral, c'est une menace existentielle. La géographie qui a fait sa fortune pourrait devenir sa plus grande vulnérabilité. Et la seconde piste, C'est la révolution numérique et les nouveaux modes de vie. le télétravail généralisé. Pour vivre et travailler à l'année, pas juste pour 2 semaines en août. Et ça transformerait en profondeur l'économie, le marché immobilier, la vie sociale. Ça pourrait, encore une fois, changer l'âme de la ville. L'histoire de Perros-Guirec est donc loin, très loin d'être terminée. Très loin, elle ne fait que continuer. Merci d'avoir écouté ce podcast Granit Rose, le MAG. Si cette plongée dans l'histoire de Perros-Guirec vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez-nous aussi sur nos réseaux sociaux et sur granit-rose.fr pour découvrir d'autres histoires, fiches pratiques et actualités de la côte de Granit Rose et de la Bretagne. À très vite pour de nouvelles explorations bretonnes.